Oui, Émilie, c'est un plaisir de pouvoir prendre ce temps de discuter toutes les deux, parce qu'on a été pris, bien sûr, par le monde. Et je voulais te dire combien l'après-midi de tes portes ouvertes ont été formidables, très appréciées par moi, bien sûr, mais aussi par tous les gens qui étaient là. Déjà, un plaisir de voir la jeunesse de tous ces artistes et aussi votre détermination à trouver un statut honorable pour les artistes, vraiment qui le méritent. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais ça me paraît essentiel. Et que quand on est artiste, on ne soit pas dépendant d'un mari, d'une femme ou de quelques autres personnes qui veulent le bien des artistes. Voilà, déjà, je voulais te dire ça. Je voulais te dire aussi que, bien sûr, ta recherche, d'ailleurs, je crois que tu dis bien que tu es une chercheuse, est très intéressant parce que, bien sûr, c'est très bien d'être peintre. Je dirais que tous les artistes, d'une certaine manière, sont des chercheurs. Mais toi, tu mets plus l'accent là-dessus et c'est très intéressant. Et peut-être que tu pourras nous en dire aussi aujourd'hui quelque chose. Qu'est-ce que tu appelles ta recherche? Alors, bien sûr, tes body art, ton body art qui était exposé là sur les grands tableaux au fond du mur ont intrigué. Et je pense que c'est aussi ce que tu cherches, à intriguer avec ce que tu fais. Voilà, donc j'ai envie de t'entendre parler de vive voix sur cette recherche à la fois du body art, du corps, hein, c'est quand même très axé sur le corps. Voilà ce que tu appelles la recherche pour toi dans l'art que tu exerces. Voilà. Merci beaucoup Délia. Alors moi aussi, je tiens à te dire à quel point j'ai apprécié d'exposer à Oedipe le salon, rencontrer toutes les personnes qui font vivre le salon, qui viennent régulièrement écouter à la fois les lancements de livres et à la fois qui viennent découvrir des artistes. Donc mon travail, c'était très très enrichissant et ça m'a permis de faire le point sur notamment les pièces que je crée qui éventuellement pourraient vivre ailleurs que dans mon atelier. Et je dois avouer que les pièces dont tu parles, donc les anthropométries au maquillage, donc j'ai enduit mon corps de maquillage et ensuite j'ai fait des empreintes de mon corps sur une très grande feuille de papier que j'avais trouvée dans la rue. C'est un papier qui apparemment devait être utilisé pour faire de l'événementiel pour Courrèges, parce qu'il y avait aussi d'autres objets avec écrit Courrèges et tout ça doit être une boîte de pub ou de prod qui avait mis ça dans la rue. Et ensuite, je les ai fait tendre sur toile, donc ça faisait des très grandes toiles comme ça. Et depuis qu'elles sont rentrées à l'atelier, elles sont moins intéressantes à l'atelier qu'ici, en fait. Je pense que c'est vraiment des pièces qui, pour le coup, doivent vivre chez quelqu'un et pas dans mon atelier. Donc c'est vrai que ça, moi qui, en général, ai vraiment envie de garder toutes mes pièces, là, ça m'a donné envie peut-être de les vendre, de les diffuser. Et puis, ça m'a fait porter un autre regard sur justement cette production qui est issue d'une recherche. Alors, cette recherche, elle a commencé en 14, je dirais, suite à un drame de vie en 2013. Et donc, à partir de 2014, j'ai dû me demander quelle était finalement peut-être la conscience que j'avais de mon identité de femme, en fait. Donc j'ai été, comment dire, vraiment éclatée en 1000 morceaux, morcelée. Voilà, j'ai été morcelée par un événement traumatisant fin 2013. Et à partir de 2014, afin peut-être de recomposer ce puzzle identitaire, mais à ma manière, par moi-même, j'ai inventé un personnage autofictif qui s'appelle Suspensio Regina, donc la reine du suspense, et avec laquelle je me suis permise
de modifier mon corps, donc par exemple perdre énormément de poids, faire des extensions de cheveux, mais aussi tout simplement de faire toute une série d'autoportraits, photos, vidéos, dessinés, du texte aussi, qui m'a permis de recomposer ou en tout cas de me réapproprier cette identité, donc de femme, mais aussi de mère, et puis petit à petit d'artiste, puis de chercheuse, puisque ça correspond aussi à une période à laquelle j'ai repris mes études universitaires, donc vers 40 ans, au département arts plastiques de l'université Paris 8. Et aujourd'hui, j'ai un bac+5, et quand je dois l'écrire pour un CV ou une présentation ou quoi, j'ai même encore du mal à y croire qu'aujourd'hui j'ai un bac+5. Et donc c'est dans ce cadre universitaire que cette recherche plastique, qui au début était très instinctive et très... c'était vraiment comme ça des gestes plutôt impulsifs, a commencé à prendre un sens aussi plus réflexif. D'abord en me rendant compte que les artistes féministes des années 70 étaient déjà passés par ces questionnements et avaient déjà rendu plastiquement ou de façon performative énormément de réflexions sur ce sujet de la femme, de la mère, de voilà, qu'est-ce qu'on est quand on est dans un corps de femme en fait. Et puis aussi en poussant ma propre recherche, et puis parfois en acceptant de ne pas produire pendant des longues périodes. Oui, c'est tout ce que tu dis est très intéressant. Rappelle-moi, qui étaient les artistes qui ont posé ces questions en 70, tu dis? Par exemple, tout le travail de Donna Haraway, de Marina Abramovic. Il y a une artiste dont j'aime énormément le travail, qui est un peu plus connue maintenant, mais à l'époque, quand j'avais commencé mes recherches sur elle, elle était vraiment inconnue, qui est Anna Mendieta, et qui, elle est morte très jeune. En tout cas, la cause de sa mort, c'est qu'elle est tombée par la fenêtre de son immeuble à New York. Mais il paraîtrait que... Son mari, le sculpteur Karl André, un sculpteur minimaliste très connu, est soupçonné de l'avoir tué. Et ça, c'est une question qui n'a jamais été vraiment traduite en justice. Et donc, justement, il y a eu beaucoup de manifestations d'artistes féministes devant la première grande exposition des minimalistes au MoMA, avec des panneaux en demandant « Où est Anna Mendieta ? Où est Anna Mendieta ?» Voilà. Et donc, elle, en fait, elle fait des empreintes de son propre corps dans des environnements naturels, dans la boue, dans l'eau, dans le sable, et aussi elle fait des traces avec le feu, des choses comme ça. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Disons qu'elle est un peu dans la lignée de Frida Kahlo, qui elle était une super précurseuse, donc plus à l'époque des surréalistes. Voilà, elle, c'est vraiment sur des questions complètement de féminisme et de corps, mais ça s'appelait pas féminisme à l'époque en fait. Voilà, mais c'était quand même une figure de femme, alors qu'à cette époque-là, elles étaient plutôt rares et elles étaient plutôt muses. Et elle, Frida Kahlo, ne s'est pas contentée de son statut de muse auprès de son mari. Elle a aussi, comme on le sait, une énorme production de peinture, tout dans l'autoportrait, quoi. Et elle avait quand même ce gros problème physique. Oui, voilà, donc elle a été accidentée dans sa prime jeunesse, et ensuite elle a eu un corps qui l'a fait énormément souffrir toute sa vie. Et là, une des raisons de ses autoportraits aussi, c'est que donc, son père lui avait fixé un miroir au-dessus de son lit, puisqu'elle devait rester alitée. Et donc elle était allongée, elle se voyait dans le miroir, et elle peignait dans son lit ses autoportraits. Comme ça fait un peu penser aussi à la fin de Matisse, enfin... Voilà, ces artistes comme ça qui sont à la fois empêchés et à la fois l'empêchement est quand même la cause de cette production incroyable et qui traverse les époques et qui aujourd'hui nous touche encore terriblement, quoi. Oui, tout à fait. Et effectivement, maintenant, malheureusement, elles ne sont pas là, mais il y avait ce tableau que tu avais exposé ici sur la cheminée avec Frida Kahlo. Oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant parce qu'au fond, ces femmes féministes remettre la question du corps en chantier pour les femmes. Qu'est-ce que c'est que de travailler comme ça? Finalement, on peut dire quand même
qu'il y a assez peu de femmes peintres. Bah, en Est-ce fait, que tu pourrais dire ça? non, Ou il y c'est en que je a les connais beaucoup, mais voilà, c'est ça, il y en a beaucoup, mais l'histoire, que ce soit l'histoire de l'art ou Ouais. l'histoire des humains, l'histoire de l'humanité, est vraiment énormément écrite à travers des figures masculines, Oui. par des hommes également, et c'est aussi toute cette question, en fait, c'est pas tellement la question du corps, quelque part, c'est presque plus la question du contrôle des corps, c'est-à-dire, est-ce que quand on est femme, on fait ce qu'on veut avec son corps, en fait. C'est un peu ça la question. Et du coup, bah, pour des personnes qui vont être des personnes dans la création, on va dire, autre que donner la vie, puisque le premier contrôle du corps est quand même à cet endroit-là. Donc une création qui viendrait de l'esprit et des mains et non pas de l'utérus. Bah, je crois que cette question du contrôle du corps est hyper importante et on le voit aujourd'hui dans des faits de société, comme par exemple les MeToo, comme par exemple le plus vouloir accepter que certains hommes, ne serait-ce qu'en penser, alors on en pense ce qu'on veut, moi je trouve que c'est très moraliste et très dangereux, l'endroit vers où on va politiquement, mais en tout cas ce que l'on peut constater, c'est que les femmes en tant que groupe d'individus n'ont plus envie de sentir un contrôle sur leur corps, quoi, et de dire, ben, enfin, cette fameuse phrase qu'on connaît et qu'on entend beaucoup en ce moment, mon corps, mon choix. Et donc c'est la même chose pour l'histoire de l'art, l'histoire des figures artistes féminines. Eh bien, il y a eu un contrôle sur la façon dont on raconte l'histoire de l'art et donc peu d'émergence de figures féminines. Alors, il existe évidemment des archives. Aujourd'hui, il existe les archives Aware, qui sont des archives qui sont tout près d'ici, à Montparnasse, donc qui archivent le travail des artistes femmes, donc beaucoup de femmes inconnues, beaucoup de femmes très âgées ou mortes, voilà, dont on consigne le travail et avec un travail de monstration de tous ces travaux. Donc ça, c'est très intéressant. Et en vidéo, il existe aussi des archives. Alors le nom m'échappe malheureusement, mais je le retrouverai tout à l'heure. Et donc ça, c'est pareil, c'est des archives féministes de vidéos depuis justement les premières caméras et les premiers enregistrements vidéo au moment du mouvement de libération de la femme. Et donc ça aussi, c'est très important. Mais ça reste des lieux d'archivage. Et c'est vrai que quand on est prof d'art plastique ou prof d'histoire de l'art, il faut trouver ces figures parce qu'elles sont quand même moins racontées que les figures masculines. Ah bah oui, Ouais, beaucoup moins. Mais aux Beaux-Arts, il y a beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants, par exemple. Ah oui. Ouais. Et c'est nouveau ou c'est un peu C'est-à-dire nouveau, que c'est peut-être? nouveau dans Ouais. le sens où c'est possible depuis que les femmes travaillent, Oui. etc. Donc c'est relativement nouveau, mais depuis que c'est possible, en tout cas, il y a plus de femmes. Et puis après, dans le monde du travail, les artistes qui réussissent sont plus des hommes. Et je pense que la question de la maternité est relativement centrale aussi dans le fait d'éventuellement abandonner la carrière. Et c'est vrai qu'on accepte peut-être plus l'errance professionnelle de la part d'un homme que de la part d'une femme. C'est difficile quand on est femme d'imposer d'imposer ou de faire valoir une forme d'errance et voire même on nous prend moins au sérieux. J'ai lu très très récemment une étude qui dit que lorsqu'une personne se présente devant un médecin, elle est moins écoutée si elle est une femme et encore moins écoutée si elle a la peau noire. Donc on prend plus au sérieux sur les mêmes symptômes un homme blanc. Voilà, donc tout ça, c'est quand même des choses voilà, qui sont relevées par la sociologie ou par des enquêtes et qui sont quand même presque tout le temps invisibilisées. Pour nous, c'est logique d'être fatigué, de faire des efforts, d'avoir mal dans le corps, etc. C'est quand même beaucoup moins le cas encore aujourd'hui pour un homme, je trouve. Hein. Oui, oui. Non, écoute, on est en mouvement. On est en mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de muter, mais c'est évident que l'affaire n'est pas réglée encore. D'ailleurs, je me souviens maintenant qu'on s'est rencontrés grâce à Anouchka Dana, qui avait fait une après-midi avec 3 de ses collègues autour de la question des femmes. Oui. Je ne sais plus exactement comment elle avait intitulé ça. La femme est-elle l'avenir de l'homme? Ah voilà, c'était... Oui, on avait trouvé ça ensemble, je crois. Oui, effectivement, c'était très intéressant. Et bon, elle a aussi... Oui, c'était à l'occasion aussi la sortie de son livre. Oui. Sur
les sites de rencontres en fait. Oui, écoute, je crois que c'est important que toutes ces personnes, toi et d'autres, vous soyez comme ça tout à fait sur la question et essayer de la faire avancer. Et, alors, en psychanalyse aussi, tu sais, la question s'est posée et on se rendait compte avec des amis récemment que les premières femmes qui étaient des femmes formidables et qui ont dit des choses très intéressantes et certaines justement sur la question des mères et des enfants n'intéressaient pas du tout les grands psychanalystes de l'époque. Surtout parce que c'était des femmes qui parlaient et ne souhaitaient pas du tout qu'elles prennent un peu du pouvoir, si tu veux, des premiers psychanalystes. Il y avait notamment Freud et d'autres. Hein. Bon, c'est une question qui touche, je pense, tous les secteurs de la connaissance. Et je suis très heureuse de voir que ça avance et que j'ai eu la chance, moi, d'avoir une mère qui était déjà là-dedans, puisqu'elle a fait les arts décoratifs pendant la guerre, avant la guerre. Puis elle a dû quitter la France pour des questions de guerre et de judéité. Et elle m'a heureusement toujours mis sur la voie de voir vivre sa vie en tant que femme et puis ne pas être arrêtée par des questions de mariage ou de choses comme ça, même si ça m'est arrivé, et d'avoir des enfants. Et je vois maintenant combien c'était une richesse d'avoir une mère qui déjà t'ouvre la voie, je dirais. Voilà. Alors écoute, donc dis-moi un peu où vous en êtes de cette question que vous essayez de traiter du statut des artistes, parce que je crois qu'après cette réunion, vous deviez agir. Oui, alors, écoute, c'est un groupe qui s'appelle La Buse, en 2 mots, comme l'oiseau, mais c'est aussi le féminin du mot abus. On a appelé ce groupe comme ça parce qu'en 2018, on a commencé à se réunir en table ronde, en groupe de parole, en fait, surtout à partir de la question des abus dans le milieu de l'art, de la souffrance au travail, du non-respect du contrat, de la non-rémunération, qui était quelque chose de complètement généralisé en fin de compte, quelle que soit la façon dont on est venu à être artiste. Moi, par exemple, je suis plus ou moins autodidacte, pas tout à fait, mais quand même plus ou moins. J'ai pas fait les beaux-arts en tout cas. Et la plupart des personnes que je fréquente dans ce milieu, en tout cas en tant qu'artiste, sont des artistes qui sont sortis des Beaux-Arts à peu près en 2015, tu vois. Donc plus jeunes que moi. Et donc, quel que soit le parcours, félicité ou pas, parents riches ou pas, réseau professionnel ou pas, de toute façon, la question de la rémunération, la question du contrat, la question aussi de la discrimination, tout ça est très 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 présent dans ce secteur qui est très peu régularisé en fin de compte. Donc il existe quand même des syndicats, mais ils étaient un peu mous, on va dire, à cette époque, parce que c'est un milieu très institutionnel, dans lequel on attend beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, que l'argent vienne de l'extérieur. Donc effectivement, soit d'un mari riche, soit d'un mécène, soit aussi tout simplement de l'institution qui donne des bourses. Voilà. Donc la bourse, ça correspond à dire, ok, vous êtes artiste, mais vous êtes un peu incapable socialement, donc on va vous donner une aide, quoi. On va pas quand même vous donner du salaire. Et puis en plus, vous faites un métier passion, donc il faut quand même pas en demander trop, voilà. Et donc nous, on s'est attaché au sens des mots et aussi évidemment au droit du travail tel qu'il existe en France et quand même il est puissant. Enfin, le code du travail, c'est quelque chose qui a de la puissance et puis évidemment par rapport aussi à tous les précédents, type sécurité sociale, chômage, etc. Donc les droits sociaux et la socialisation du salaire tel que ça existe en France. Et on s'est dit, comment se fait-il que les artistes-auteurs soient si en retard sur ces questions donc, de droit, de statut, etc., alors que les intermittents, les interprètes sont, eux, plutôt en avant, ces précurseurs, et d'ailleurs à tel point qu'on essaye toujours de grignoter leur statut qui serait soi-disant très avantageux, alors que pas du tout. C'est plutôt le régime général qui devient de moins en moins avantageux. Donc voilà comment ça nous est venu, donc en 2018. Et aujourd'hui, début 2024, donc on a déposé une proposition de projet de loi en niche parlementaire, justement, qui, à partir d'une très
très légère augmentation de la cotisation diffuseur permettrait aux artistes-auteurs de toucher un complément de revenus, puisque nous sommes absolument des intermittents de l'emploi. Nous ne travaillons pas en permanence, nous travaillons quand on a des commandes, des missions, des résidences, des choses comme ça. Et puis, quand éventuellement on vend nos travaux, ce qui reste quand même très rare dans le milieu, et puis avec des très grosses commissions. Une galerie prend quand même 50%. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié, mais en tout cas, ça ne permet pas nécessairement de vivre, de payer un loyer, etc. Donc voilà où on en est pour la France. Et puis, on a un réseau européen qu'on est en train d'étendre. Donc en avril dernier, à Marseille, on a organisé une rencontre qui s'appelait... oh bah mince, en plus c'est moi qui ai trouvé le titre, donc vers une internationale de l'art et au-delà, voilà, vers une internationale des travailleuses de l'art, je crois plutôt, et au-delà, puisqu'on s'appelle les travailleuses de l'art et non pas des artistes, pour montrer aussi que quand on est artiste, on ne fait pas que de l'art. D'ailleurs, tu l'as bien vu, il faut transporter les tableaux, les accrocher, il faut bien souvent avoir un petit job à côté alimentaire, donc on n'est pas que artiste, ce serait mentir de dire ça, donc voilà. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer une levée de fonds européens pour étendre ce réseau vraiment à énormément de collectifs. Et juste avant notre rendez-vous, j'étais en rendez-vous visio avec une jeune femme qui fait un travail remarquable sur les petites mains de Venise. Puisque Venise, qui est quand même, voilà, c'est la grand-messe de l'art contemporain tous les 2 ans, entre guillemets, est une institution, ou en tout cas un moment où beaucoup de travailleurs et travailleuses de l'ombre, qui font vivre l'exposition, sont quand même tout à fait maltraités. On leur demande de travailler trop, souvent gratuitement. Et puis aussi, les Vénitiens eux-mêmes et elles-mêmes, et les Vénitiennes, souffrent beaucoup de la façon dont la biennale, en fait, aussi ne prend pas en compte, comme ça a été dit juste après le Covid, toutes les urgences écologiques, et notamment par rapport à Venise, qui est très en danger écologiquement. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui aimerait bien faire, mais qui n'arrive pas à bien faire, et nous, on met le doigt là-dessus. Ouais, voilà. Très important que vous faites, et pour l'avenir des artistes. Vraiment, je suis très admirative de l'énergie que vous y mettez. Alors, pour revenir un peu quand même à ton histoire avec l'art, dis-moi, à quel moment ça t'a pris? Est-ce que depuis l'enfance, il y a quelque chose de ce côté-là qui était présent? À quel moment ça a été conscient, finalement, que c'était ça ton goût dans la vie? Alors, je suis très heureuse que tu me poses cette question, et je pense que cette relation intime que j'ai à la création est vraiment la raison pour laquelle j'ai absolument voulu que tu viennes dans mon atelier et exposer ici et rencontrer toutes les personnes qui viennent ici. Parce que je pense que j'ai un rapport très psychanalytique, en fait, à la production artistique. Et ça, j'ai tout de suite senti quelque chose qui allait beaucoup me plaire du côté de Oedipe Le Salon avec ça. Donc moi, quand j'étais enfant, je m'enfermais dans la cave pour me raconter toute une histoire où j'étais plus une enfant, ou alors j'étais une enfant mais qui vivait de façon indépendante dans cette cave qui était une grande cave séparée en 2 pièces, donc ça me faisait vraiment comme une maison. J'avais des maris qui étaient des très grandes poupées grandeur nature, des poupées des années 70 que mes parents avaient mis là parce qu'ils voulaient plus les avoir sous les yeux. Et donc j'inventais toute cette histoire. Très souvent, j'ai énormément de souvenirs de me raconter ces histoires-là. Dans ma chambre également, j'ai été vraiment petite, j'avais, je sais pas, 5 ans, des posters muraux, donc comme du papier peint en fait, avec des personnages de Walt Disney. Et moi, je voulais un mari, et comme tous les personnages étaient vraiment trop grands, mon mari, c'était un des 7 nains, simplet, parce qu'il n'avait pas de barbe, je voulais quand même pas un mari barbu. Et donc j'inventais toutes ces histoires. Voilà, donc j'ai toujours vécu une sorte d'identité fictive comme ça. Et puis après, je voulais faire art, mais ça inquiétait un peu mes parents. Je suis la plus âgée, donc c'est moi qui ai essuyé les plâtres pour mon petit frère et ma petite sœur, qui ont peut-être plus
pu faire un peu ce qu'ils voulaient du premier coup, mais moi, il fallait quand même que je fasse lettres. C'était plus raisonnable, c'est parce que prof, c'est bien. Je veux vraiment pas être prof à l'époque, alors que maintenant, je suis prof et je m'éclate, mais bon. Et donc, j'ai fait lettres, et puis évidemment, ça a été un échec. Donc j'ai glandé pendant 3 ans à la Sorbonne en lettres, je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement, tout en sortant beaucoup, voilà, tout en expérimentant ce que c'est que la vie de jeune adulte et d'étudiante dans Paris, et c'était tout à fait amusant. Et puis j'avais un goût très, très affirmé, très prononcé pour la chose artistique et aussi pour les artistes. Donc mes amis à l'époque étaient tous, alors je ne sais pas si on peut dire artistes, mais en tout cas ils pratiquaient tous le graffiti, donc on sortait beaucoup, et puis c'était une vie quand même un peu en dehors des cadres et très libre, et en tout cas ils avaient tous une expression artistique, plastique. Et moi je me souviens que je me disais, oh là là, ils ont vraiment de la chance parce qu'ils peuvent jamais s'ennuyer, ils sont partout à leur place, partout où ils vont, ils ont leur feutre ou leur bombe de peinture, ils écrivent leur nom, et toute c'est une communauté qui se connaît, et en fait ça crée quelque chose de plus fort que la vie, quoi, quelque chose comme ça. Et je voulais moi aussi mon truc plus fort que la vie, mais j'ai pas pris la bombe de peinture, donc j'ai pris l'appareil photo. Et comme on sortait beaucoup, on allait en soirée, on faisait des pieds et des mains pour rentrer dans des soirées privées. Ça, c'était un peu ma spécialité parce que je passe plutôt bien dans tous les milieux. Donc moi, avec mon appareil photo, je faisais des selfies avant le selfie, en fait, et je prenais mon appareil photo comme ça et j'allais me coller à côté d'une personne dont je trouvais le visage un peu remarquable, et donc je faisais des autoportraits accompagnés comme ça avec une autre personne, et ça j'en ai à peu près 3000 quand même en l'espace de 4 ans, j'en ai fait vraiment énormément, donc c'est une collection comme ça qui se regarde dans des carnets. Et puis j'ai commencé, et puis bon, comme ça n'allait pas à la fac, j'ai commencé en même temps que cette démarche-là, plus ou moins, à peu près à la même époque, j'ai commencé une école d'art appliqué pour devenir plutôt graphiste, directrice artistique. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai monté une boîte, j'ai fait travailler mes amis artistes, etc. Donc disons que j'utilisais ma fibre artistique ou mes possibilités de création plutôt au service de l'industrie, voilà, de la communication, quoi. Donc je travaillais pour Nike, pour Motorola, enfin, pour la Caisse d'Épargne, bon, pour tout un tas de marques comme ça. Puis parfois je faisais des expos j'exposais les travaux de mes amis, tout ça. Bon, ça marchait plutôt bien. Et puis dans ce cadre, j'ai rencontré le père de mes enfants, donc je suis tombée enceinte très rapidement, j'ai moins travaillé, je me suis mariée, donc là c'est une période justement alors où ma vie de femme devient complètement autre chose, quoi, où le fait quand même de tomber enceinte, enfin là il y a quelque chose quand même avec la féminité qui... Enfin, ma mère prend une autre place, moi aussi. En plus, j'ai 2 filles, donc ma fille arrive. Bon, là, il y a quelque chose quand même qui s'est joué avec la féminité de très fort. Et puis après, donc, on doit se séparer avec le père des enfants pour une raison quand même qui est au-dessus, voilà, qui ne peut pas être arrangée, qui est au-dessus de l'arrangement. Voilà, une raison. On doit se séparer. Et c'est à ce moment-là que vraiment, moi, je me sens vide, en fait. Vraiment vide, je sais plus rien parce que voilà, je suis maman, mais je vais plus être épouse bientôt, et je suis plus la même professionnelle qu'avant parce que j'ai envie d'être maman, j'ai envie de m'occuper de mes filles, et voilà, je sais plus trop où j'en suis, et la solution que je trouve, c'est me dire bon bah attends, quand même, tu as toujours eu un goût pour l'art, tu as toujours eu un goût pour l'image, vois un peu ce que tu peux faire de ce côté-là. Et puis, le premier geste qui me revient, c'est pas le geste photographique, c'est le geste de caviarder dans des pages de livres. Donc, de rayer les mots qui ne m'intéressent pas et de ne laisser que dans une page de livre, de ne laisser que les mots qui vont faire apparaître la phrase qui finalement est mon intimité ou mon inconscient, quoi. Et donc j'ai fait ça beaucoup, donc des caviardages dans des pages de livres, et puis c'est comme tout en fait, hein. Donc moi je suis à ce moment-là, je fais mes trucs, je sors d'un milieu où je connaissais énormément de monde, ça marchait au culot, alors là je me dis ça va marcher au culot pareil. Alors au début ça marche bien parce que je vais taper à toutes les portes, je fais ça, alors fais une petite vente avec nous, fais ci, et puis ça marche bien jusqu'au moment où je me dis
j'ai quand même envie de trouver une galeriste. Et puis c'est là que c'est un écueil, on ne veut pas de moi. Et donc c'est à ce moment-là, plus ou moins, que la conscience de la possibilité professionnelle artistique arrive. Et là, donc les travaux avec la Buse, la reprise des études et tout ça. Mais c'est vrai que je pense que dans tout ce que je fais, ce qui me guide, c'est d'essayer d'être sincère avec cette petite fille qui était dans la cave, en fait. Donc, je pense que ça vient de là. Oui, c'est parce que ce que tu dis, c'est intéressant, cette petite fille dans la cave. Quand même, c'est une petite fille, comme tu dis, d'abord en recherche d'identité, et d'identité double, mais qui est très aussi dans l'esprit, l'imaginaire. Il me semble que tu es une artiste avec plusieurs expressions possibles. Il y a la photographie. Tu n'es pas de ces artistes qui te disent, moi j'en ai connu, le matin au réveil, ils s'installent et puis ils doivent dessiner. Tu sais, toi, j'ai l'impression que ça mord sur la vie. C'est dans la vie, avec les expériences de la vie, qu'il y a quelque chose du côté de justement de faire apparaître peut-être ce qui est invisible dans toutes ces expériences ou indicible, que tu essayes d'attraper. C'est intéressant parce que effectivement, on a l'impression que ça concerne tout ton être, que tu y es en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, tout y est et c'est très passionnant. C'est une personne très, très multiple et à la fois très entière. Écoute, c'est passionnant et c'est une forme d'être artiste et de l'art que j'aime bien parce que c'est dans la vie. Alors qu'il y a des artistes, mais c'est pas une critique, chacun fait ce qu'il peut, qui au contraire sont dans l'isolement. Et c'est dans l'isolement qu'ils arrivent justement à créer. Et toi, c'est autrement. Et j'apprécie beaucoup. Moi, je crois qu'on va s'en tenir là. Et Sergio, peut-être, pourra mettre dans l'entretien des images aussi de toi. Et peut-être effectivement l'enregistrement qu'a fait ton ami sur l'après-midi où tu as parlé aux portes ouvertes, à ta porte ouverte. Voilà, écoute, merci beaucoup. Merci et Délia. Je suis sûre qu'on restera tout à fait en contact. Déjà, on a la chance d'être voisines. Et voilà, j'espère tout à fait qu'on restera en contact encore longtemps. À bientôt. À bientôt. Merci.